Donc, on revient maintenant avec une table ronde. Donc, je me présente d'abord, William Jacquemot-Beauchemin, je suis coordonnateur général à Execo. Bienvenue à cette table ronde autour d'expériences de recherche participative dans différents secteurs, autour de différentes questions, différents enjeux. On a la chance d'avoir avec nous 4 panélistes d'exception qui travaillent sur des projets qui vont être super complémentaires avec ce qu'on a entendu juste avant la pause. Véro Leduc nous a permis de bien mettre la table pour comprendre à quoi ça peut ressembler la recherche participative, surtout dans un contexte de diversité capacitaire. La question qu'a posée Samira nous a permis aussi de préciser un peu certains des concepts fondamentaux, recherche-action, recherche participative, recherche partenariale. Et maintenant, on va creuser un peu plus pour continuer à essayer d'ouvrir des horizons sur les mondes possibles de la recherche participative. Et on a donc nos 4 panélistes qui vont faire 3 présentations. Parfait. Je vais vous les présenter brièvement et ils pourront vous en dire plus. Alors, on va commencer avec Mme Ginette Aubin, à ma gauche, qui est chercheur membre du CREGES, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières en ergothérapie. Et vous venez nous parler, Mme Aubin, d'un projet soutenant la participation communautaire et l'inclusion des personnes aînées vivant avec des enjeux de santé mentale. Merci d'être avec nous, Mme Aubin. On a aussi avec nous 2 de mes collègues à Execo, en fait, du CACIS Dizina et Ala Ben Romdan, qui sont donc tous 2 des collègues. Du CACIS est coordonnateur de recherche dans nos laboratoires d'innovation sociale et Ala est co-chercheur, agente de recherche dans le cadre d'un projet qui s'appelle Parole partagée. Et vous venez nous parler tous les 2 de ce projet qui porte sur la participation citoyenne des jeunes, avec une approche de recherche participative, bien évidemment. Et on va finir ce panel-là avec Mme Stéphanie Fecteau, qui est professeure à l'Université du Québec en Outaouais, qui est co-directrice également du groupe de recherche pour les adolescents et adultes autistes, le GRADA. Et Mme Fecteau, vous venez nous parler de l'étude Diversité et parole et des apprentissages relatifs à la recherche participative avec des personnes autistes. Donc, vous voyez un peu finalement le spectre qu'on va couvrir de questions relatives, de projets relatifs à la recherche participative. On va poursuivre après le lunch, bien sûr, avec les ateliers pour continuer à creuser. Mais donc, on a la chance d'avoir 3 expériences assez riches. Je mentionne qu'il y a, quand même pour le dire, il y a 2 panélistes qui n'ont pas pu joindre à nous, qui étaient dans le programme. On les excuse, bien entendu, et on se reprendra pour la suite. Et donc, chaque panéliste va avoir à peu près entre 10 et 15 minutes pour nous parler un peu de leur projet. Il va avoir des supports visuels. Et à la suite, il y aura une période de discussion, d'échange entre panélistes avec l'audience. Et donc, on se retrouvera à ce moment-là. Ça vous va, les panélistes? Oui? Alors, Madame Aubin, je vous en prie, à vous la parole. Un petit temps d'installation. Alors, bonjour à tous et toutes. Faut que je remonte le micro. Je suis vraiment contente d'être ici et de vous partager une expérience. En fait, je ne vous parlerai pas tant du projet de recherche, un petit peu pour mettre un contexte, mais c'est surtout l'expérience que j'ai eue avec un groupe de personnes dans ce projet-là. Et comment, en fait, j'ai deux situations où on a vraiment travaillé avec des groupes de personnes par, pour et avec. Alors, je voulais vous parler de ces 2 moments-là dans la recherche. En fait, des moments, il y en a un qui est plus ponctuel, puis l'autre qui a eu cours pendant 2 ans et demi. Alors, je vais vous parler un petit peu des personnes aînées. Je vais survenir, je vais lire le titre là, pour que vous l'entendiez. Excusez-moi, le retour en arrière. Donc, la recherche auprès d'aînés vivant avec des enjeux de santé mentale. Quels acteurs mobiliser, comment et pourquoi? Les personnes, je vais vous en parler un petit peu. C'est qui ces personnes-là, ces aînés-là qui ont des enjeux de santé mentale? Et les opportunités que le projet de recherche dont je vais vous parler très brièvement nous a amenés pour travailler avec ces personnes-là, les retombées et les bénéfices qu'on en retire.
pour qu'on s'entende un peu, c'est qui ces personnes-là, ces aînés-là qui vivent avec des enjeux de santé mentale. En fait, on sait qu'il y a entre 13 et 25% des personnes aînées qui vivent avec des problématiques liées à la santé mentale. Et là, c'est la seule fois que je vais parler de diagnostic parce qu'on n'en a jamais parlé par la suite dans notre projet. Donc, il y a des personnes qui souffrent de dépression, on en entend souvent parler, d'anxiété, il y a de la consommation d'alcool, de drogue, la psychose, donc il y a des maladies de cet ordre-là, des troubles bipolaires, la schizophrénie par exemple. Mais surtout, ces personnes-là vivent souvent de la marginalisation, de l'exclusion, de la stigmatisation, de l'auto-stigmatisation qui est peut-être parfois pire là, que, en tout cas au moins aussi pire que la stigmatisation. Donc, je fais un portrait vraiment très bref de la situation du point de départ. Comment ces personnes-là se retrouvent à être marginalisées. Je vais vous décrire un petit peu, la diapo, elle a changé un petit peu. Ben oui, alors voilà. Le titre initial du projet, c'était « Favoriser la participation sociale et l'inclusion d'aînés vivant avec des enjeux de santé mentale » dans le programme Participe Présent, qui est un programme qui a été développé au CREJES il y a plusieurs années, qui visait justement les personnes aînées, spécifiquement les personnes aînées qui avaient des enjeux de santé mentale ou des difficultés psychosociales, qui vivent dans la communauté et qui ne connaissent pas ou fréquentent très peu les organismes communautaire ou tout organisme où il pourrait avoir une participation. Donc, ce projet-là visait à adapter ce programme-là en partenariat avec les centres communautaires de loisirs. Donc, les centres communautaires de loisirs étaient intéressés à offrir ce programme-là, qui est un programme en 10 rencontres sur différentes thématiques où les personnes vont en même temps apprendre à connaître. Il y a des organismes qui vont venir les rencontrer, qui viennent à leur rencontre pour leur parler de ce qu'ils font dans la communauté et comment ces personnes-là pourraient s'impliquer si elles le veulent. Il y a toujours une question de choix, puis ce n'est pas une obligation non plus d'avoir une participation dans 52 organismes, ni même dans un seul. Alors, c'est vraiment le choix des personnes. Puis, au travers des thématiques, là, je vous parle du programme Participe Présent, il y a aussi des moments de réflexion personnelle. C'est quoi ma participation? C'est quoi mes forces? C'est un programme qui est axé sur les forces. Alors, on vise à ce que les gens, au travers des différentes rencontres, bâtissent souvent une confiance en soi ou une estime de soi et des liens avec d'autres personnes qui sont aussi dans cette exploration de qu'est-ce que je pourrais faire dans ma communauté? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui est possible pour moi? C'est quoi les opportunités? En gros, c'est le programme Participe Présent qui intéressait les centres communautaires de loisirs qui sont distribués au travers du Québec et qui disaient, bien, nous, dans notre mission d'inclusion, on a envie d'offrir quelque chose qui permette aux personnes aînées qui sont isolées et qui vivent des enjeux de santé mentale de venir participer, de venir faire des choses, qui viennent chez nous, on va les accompagner. J'ai dit le titre initial, puis assez rapidement, on s'est rendu compte que le titre mettait sur la scène les personnes alors que c'est les espaces, c'est les lieux qui doivent devenir inclusifs. Bon, alors on s'est dit, on va le corriger, là, on va le réviser. Alors, il y a un autre nom, c'est le programme Participe Présent offert dans les centres communautaires de loisirs comme espace inclusif pour les aînés vivant avec les enjeux de santé mentale. Et là commençait notre réflexion par rapport au projet lui-même, dans quelle mesure est-ce qu'on entretient une certaine stigmatisation par notre projet? Comment on va rester à l'écoute pour être sûr qu'on n'est pas en train de perpétuer des choses qu'on ne souhaite pas qui se passent, malgré toute notre bonne volonté, bien évidemment. Alors, c'est une recherche-action participative de forme collaborative, c'est-à-dire que les gens qui ont fait partie, je vais vous en parler tout de suite après, d'un comité qu'on voulait qu'il soit au centre du projet et qu'il soit composé de représentants des personnes concernées. Et ce comité-là devait aussi représenter ou nous mettre toujours au parfum de la réalité.
les personnes qui étaient membres, donc on voulait avoir un statut égalitaire dans la mesure du possible et que chacune des contributions était extrêmement importante de chacun de ces membres-là. Et la recherche participative nous permettait, par ce processus-là qui se développe en cours de route, facilitait l'application des décisions qu'on pouvait prendre dans le comité de pilotage, dont je vous parle maintenant. Donc, ce comité-là s'est réuni 25 fois pendant 2 ans et demi, avec une très grande stabilité des membres, était composé, quand je vous dis des personnes concernées, bien sûr, il y a les aînés qui vivent avec les enjeux de santé mentale, mais on voulait aussi que les personnes qui vont être là, présentes dans le centre communautaire, quand le programme Participe présent va être offert, qu'elles soient présentes aussi. Parce que dans nos projets précédents, on entendait, ça se peut qu'il y ait un inconfort de la part des autres aînés qui sont habitués de fréquenter le centre communautaire et des animatrices du programme aussi. Donc, on a invité des personnes à venir faire partie du comité de pilotage qui représentent des aînés qui vivent avec des enjeux de santé mentale, des aînés usagers des centres communautaires de loisirs et des animatrices ou personnes qui vont animer le programme, en plus de moi comme chercheur et la partenaire de la Fédération québécoise des loisirs, Christine Lacroix, qui représentait l'organisme. Donc, on est en minorité, là. Le volet recherche est en minorité dans ce comité-là. Et on voulait, particulièrement, très rapidement, on s'est dit, il faut que notre comité incarne ce qu'on souhaite qu'il se passe dans les centres communautaires de loisirs. Donc, si on veut que ça soit inclusif, il faut qu'on le vive nous. Il faut qu'on se donne des moyens, il faut que ça transparaisse que ce qu'on vit, c'est ce qu'on souhaite qu'il se passe là, dans la communauté. On a fait beaucoup de rencontres en Zoom. Alors, je vous présente notre comité de pilotage. On a commencé, on a su qu'on pouvait commencer le projet en février 2020 et en mars, vous savez ce qui est arrivé après ça. Fait qu'on a eu un départ un peu ralenti. Au début, je ne croyais pas au Zoom, puis finalement, on a fait quand même beaucoup de rencontres, mais aussi des rencontres en présence. Chacune de ces personnes-là était importante et on a commencé ce travail ensemble en apprenant à se connaître, puis en apprenant à savoir qu'est-ce qu'on fait là, puis qu'est-ce que chacun peut apporter. Fait qu'on a ici un exemple. D'abord, on savait qu'on représentait des groupes différents, mais on voulait surtout miser sur ce qui nous rassemble et sur les valeurs qui sont communes à chacune des personnes. Fait qu'on a fait différentes activités, dont celle-là, c'est une partie, contribution de chacune des personnes. On a trouvé des énoncés qui pouvaient s'adresser à chacune des personnes membres du groupe. Il y avait un énoncé qui disait j'ai déjà vécu, ou il y a quelqu'un dans mon entourage qui a eu des enjeux de santé mentale, et je pense que, il reste 5 minutes, je pense que tout le monde a levé la main. Ça a été une surprise, une surprise. On s'est rendu compte que c'était que chacun des membres avait une expérience soit personnelle ou de quelqu'un qui connaissait des enjeux de santé mentale. On a aussi eu, on s'est créé un guide de réflexion sur l'inclusion et le partenariat où les personnes, au début, on l'a utilisé après chacune des rencontres, où les personnes pouvaient s'exprimer en dehors de vive voix, en dehors, on n'était pas là. Donc, ils pouvaient écrire aussi des commentaires, des questions, des suggestions sur notre façon de fonctionner. On a eu plusieurs commentaires, dont pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire l'objectif de la rencontre quand on commence, puis vers quoi on s'en va. Ce qui faisait beaucoup de sens, mais qu'on prenait un petit peu pour acquis. Ça, c'est le chemin parcouru qui est tracé sous forme de carte conceptuelle. La troisième ligne, en tout cas, à partir du bas, si vous regardez dans les grandes lignes comme ça, la troisième, là, c'est le comité de pilotage. Puis quand il y a du rouge, c'est des choses qu'on n'aimait pas puis qu'on voulait changer. Puis le vert, c'est des décisions qui ont été prises. Et ce qui a changé, par exemple, c'est la façon de parler. Au début, vous avez vu, on parlait de problématiques ou de problèmes de santé mentale. À un moment donné, c'est devenu problématiques liées à la santé mentale. À un moment donné, c'est devenu enjeux liés à la santé mentale. Donc, ça a évolué parce que les gens disaient, mais on n'est pas un problème, là. On a des choses, des défis à relever, puis il pourrait y avoir d'autres appellations, mais ce sont celles-là que le groupe a choisies.
quand on a fait des groupes de discussion, au début du projet, on voulait connaître les besoins des personnes, de toutes les personnes que je vous ai nommées, et des stratégies qu'elles suggéraient pour favoriser, pour rendre les lieux plus inclusifs. Une des personnes aînées qui a un enjeu de santé mentale nous a dit, on avait des vignettes avec des petites histoires, on voulait que les gens discutent, qu'est-ce qu'on ferait avec cette personne-là, puis elle a dit, en manque une, vous n'avez pas parlé des personnes qui ne se rendront pas au centre communautaire de loisirs parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont anxieuses, parce qu'elles pensent qu'ils ne sont pas capables. On a rajouté cette vignette-là qui était très, très, très réaliste. Alors, en cours de route, le comité nous a guidés. On a eu aussi, j'essaie d'aller vite, là, parce que c'est important, on a eu une divergence d'opinion à l'intérieur du comité. Les personnes, il y avait un groupe qui disait, ben nous, on ne veut pas révéler, on ne veut pas divulguer qu'on a un enjeu de santé mentale. Puis un autre groupe qui disait, mais nous, on veut le savoir. On veut savoir s'il y a du monde dans le groupe. Je riais un petit peu, là, c'était pas dit sur ce ton-là, mais ils voulaient savoir parce qu'ils se disaient, ben là, on va être des aidants, puis on veut choisir si on est des aidants. Alors, il y avait comme pris pour acquis que la personne allait avoir besoin d'aide, alors que c'est pas nécessairement le cas. Et on a cheminé avec cette divergence d'opinion pendant un bon bout de temps, jusqu'à un moment donné, on a dit, bon, ben là, on a fait assez de chemin, on est prêt à implanter le programme. Et là, si on l'implante, il faut qu'on diffuse. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire que c'est un programme pour favoriser l'inclusion des personnes aînées et les personnes aînées qui ont des enjeux de santé mentale au risque que on perpétue la stigmatisation? Alors, on en est venu à une décision d'équipe. On a discuté, on a passé une journée ensemble pour dire, est-ce que vous êtes à l'aise qu'on ne le mentionne pas, qu'on ne parle pas de ça, premièrement? Et la réponse a été oui. Avec plusieurs échanges, on en est venu à un consensus. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait quand même recruter ces personnes-là. Comment on va faire si on ne les nomme pas? Et là, la stratégie qu'on a trouvée, c'est de créer des liens là où elles se trouvent, ces personnes-là. Donc, aller vers les organismes, et c'est vraiment le moyen qui est à entreprendre et à entretenir pour rejoindre les personnes aînées qui vivent avec des enjeux de santé mentale. On a fait ce choix-là. Peut-être qu'on s'est trompé, on va voir avec le temps, mais on a pensé que ce faisant, c'est qu'on crée des liens avec des organismes, soit un organisme communautaire en santé mentale, ou soit un CLSC ou même un hôpital. On est en train de continuer ça pour se faire connaître le centre communautaire de loisirs, pour créer des liens et pour que les liens deviennent dans les deux sens. C'est-à-dire que on veut accueillir des personnes aînées qui vivent avec des enjeux de santé mentale, mais des fois, on a besoin d'aide pour savoir si on a dit la bonne affaire ou si on a fait la bonne chose devant une personne qui pouvait peut-être vivre de la détresse. Alors, l'autre événement, c'est une journée de consultation où je passe un petit peu rapidement, mais on a réinvité toutes les personnes qui avaient participé à nos groupes de discussion initiaux, qui, avec ces différents groupes de personnes, pour répondre à des questions restées sans réponse et préciser des actions concrètes. Ça avait l'air de tout ça, on est encore pendant la pandémie. Ce que je veux dire, c'est terminé, mais ce que je veux que vous reteniez, entre autres, c'est le goût de se revoir. Dans chacun de ces événements-là, les gens ont créé des liens, ils sont même venus des fois nous dire, on peut-tu se parler, même si à cause de la recherche, ça va-tu déranger votre recherche si on se parle? Bien, on a dit non, c'est ça qu'on veut. Donc, même au travers des activités, il y a des choses qui se sont passées, il y a de la sensibilisation, de la démystification peut-être aussi. Je vous dirais que ça nous a amené aussi à cette expérience-là avec les personnes, de faire le constat de certains de nos propres préjugés. Puis les bénéfices, moi j'en tire énormément de bénéfices personnels et professionnels. Les gens qui ont participé à notre comité de pilotage deviennent des porteurs d'espoir, des porteurs de ce programme-là, de cette démarche-là dans leur milieu. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On a appris aussi un de l'autre. Puis on a le goût de se revoir. On se revoit la semaine prochaine là, pour une dernière rencontre. Alors voilà, merci beaucoup.
Je t'écoute. Merci beaucoup, Madame Aubin, pour ce parcours dans le projet avec tout ce qui relève consultation, collaboration, questionnement éthique aussi sur la dénomination. Je pense qu'on aura la chance d'y revenir dans la période de discussion. Maintenant, on va continuer avec donc Dukakis Dezina et Ala Ben Ramdan qui vont nous parler du projet Parole partagée. À vous la balle, 15 minutes. D'accord, merci, merci à tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Je pense qu'aujourd'hui, on a deux défis. C'est de partager le temps à deux. Le temps est déjà limité, mais c'est aussi un peu comme la dernière présentation, c'est de vous présenter un projet, mais sans vraiment entrer dans le projet. Donc, on va essayer de faire ça le mieux qu'on peut faire. Je pense que ce que je pourrais faire, c'est commencer par une brève présentation un peu du cadre dans lequel qu'on a travaillé. Puis ensuite, ma collègue Ala, elle va vraiment vous parler un peu de notre démarche, qui était la démarche un peu de notre présentation aujourd'hui, de faire la recherche-action participative d'une perspective concernée. Donc, la mise en contexte va un peu présenter ce que Ala va faire tantôt. Donc comme William a dit, je fais partie de l'organisme qui s'appelle Execo, qui est situé à Montréal. Notre mission, c'est vraiment d'utiliser l'art et la philosophie pour l'émancipation ou bien l'inclusion sociale. Puis on a différents programmes ou domaines d'activité, dont l'un de ces domaines-là, c'est la recherche en innovation sociale. Puis j'ai eu l'occasion au cours des 2 dernières années de mener un projet, le projet qui s'intitule Laboratoire vivant, parole partagée, où on réfléchissait sur la participation des jeunes à Montréal, la participation, l'implication sociale des jeunes à Montréal. Donc, encore une fois, dans l'idée de mise en contexte, on est parti d'une problématique avec 2 grandes orientations. La première, c'est que les recherches précédentes qui ont été faites sur ce projet-là, principalement en collaboration avec le Centre Interaction, qui est un centre associé au CIS du nord de l'île, et ERAS, qui est un autre centre de recherche qui est associé à l'Université de Montréal, où ils identifiaient 2 problématiques qui étaient, la première, c'est que dans le cadre de la participation citoyenne des jeunes à Montréal, il y avait toujours un enjeu qu'on s'arrêtait à la consultation, c'est-à-dire que les organismes et les institutions, quand il fallait organiser des activités ou offrir des services, simplement présenter un calendrier, un agenda d'activités, puis on consultait les gens en leur demandant est-ce que ça leur convenait. Donc, il n'y avait pas une dimension décisionnelle qui était associée à cette participation-là. Puis, il y avait un enjeu particulièrement à Montréal qui était frappant, c'est qu'on n'arrivait pas à rejoindre non plus les jeunes qui étaient issus des diversités, diversité ethnoculturelle, mais aussi les formes de diversité, que ce soit diversité de genre, de sexe, mais aussi capacitaire. Donc, il y avait vraiment un enjeu des institutions à rejoindre ces populations-là. Donc, nous, on est parti avec cette problématique-là, puis on collaborait avec 5 organismes, institutions, qui étaient, il y avait 3 organismes communautaires qui étaient un peu situés un peu partout à Montréal, puis on avait 2 institutions publiques qui étaient le CIS du nord de l'île de Montréal et la ville de Montréal, le budget participatif. Donc, c'est un peu le cadre de la recherche qu'on avait, et puis avec la problématique qu'on était parti. Puis nous aussi, on était à la mode, donc on a décidé d'avoir une approche pour et avec. Donc, on voulait vraiment mettre en place des espaces de concertation où on allait travailler avec les organismes pour réfléchir à partir de la problématique qu'on a, avec l'objectif, bien sûr, l'objectif de la recherche qui est de devenir soutenir les pratiques de ces institutions-là. Donc, on réfléchissait la participation vraiment dans une perspective vraiment institutionnelle, c'est-à-dire que comment on peut améliorer les pratiques institutionnelles. Donc, on a pris pour objet de recherche nos institutions. Donc, lorsqu'on a commencé à travailler, je pense que la question du par et pour avec était au cœur de notre réflexion. Donc, on a mis en place 3 espaces où on voulait vraiment s'engager dans cette approche par et pour et avec. Un premier espace qui est un espace
qu'on appelle une cellule des partenaires où les 5 partenaires du projet, institutionnel et organisationnel et social, en fait, venaient. Puis c'était une veille sur la recherche où on avait des espaces de réflexion, de rencontres, où on parlait de l'avancement de la recherche, mais aussi on réfléchissait plus largement des problématiques qui sont liées à la participation citoyenne des jeunes. On avait un espace où on rencontrait les jeunes avec des intervenants, mais aussi des personnes qui sont concernées par cette question-là. Donc, c'était nos laboratoires vivants où on se rencontrait. On a eu à peu près 8 laboratoires où on s'est rencontrés dans différents endroits à Montréal avec des jeunes pour parler vraiment des enjeux qui sont liés, des obstacles qui sont liés à la participation citoyenne. Puis, l'autre espace, quand il fallait vraiment mettre sur pied la dimension de la recherche, c'est-à-dire l'organisation de la recherche et le transfert, on était avec les collègues, on réfléchissait en disant que comment garder l'horizon ou bien du par et pour et avec. Puis c'est à ce moment-là qu'on a réfléchi en disant que pour vraiment refléter ça, pourquoi pas impliquer au niveau même de faire la recherche des jeunes qui étaient concernés. Donc on a consulté les différents organismes avec lesquels qu'on a travaillé, puis ils nous ont présenté des jeunes qui étaient intéressés à faire de la recherche. Donc ça nous donnait un peu, mettre un peu un peu encore plus aller de l'avant par rapport à la perspective pour et par. Donc, de juin 2021 jusqu'à avril de juin 2022 plutôt jusqu'à avril 2023. Donc, j'ai amené un comité de recherche composé de 5 agents de recherche qui étaient des jeunes vraiment qui fréquentaient les milieux dans lesquels on a fait de la recherche, où on est passé à travers à la fois le partage d'outils, mais c'était aussi de réfléchir sur leurs perspectives par rapport aux enjeux, puis comment ils allaient déployer ça au niveau de la recherche. Donc aujourd'hui, l'objectif en fait de la présentation, bon, j'ai fait une introduction sur Execo puis sur le laboratoire, mais c'était vraiment de vous présenter cette perspective-là concernée où Ala, ma collègue, qui fait partie du comité de recherche, en fait, qui est une jeune qui fréquentait certaines des organismes avec lesquels on travaille, va présenter sa perspective. Donc, Ala, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est la première fois que je fais une conférence de ce genre-là, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, je vais vous présenter mon rôle et ma perspective personnelle en tant que membre du comité de recherche des jeunes chercheurs au sein d'Execo, à travers 3 perspectives. Donc, d'abord, en tant que jeune concerné par la recherche. Ensuite, en tant que chercheur novice. Donc, c'est mes premiers pas dans le domaine de la recherche. Désolée, je ne sais pas si on m'entend. Ok. C'est mes premiers pas dans le domaine de la recherche et finalement, à partir du savoir expérientiel que j'ai en tant que jeune qui est concerné par la recherche, donc toujours dans la même philosophie de par et pour les gens concernés par la recherche. Donc, tout d'abord, en tant que jeune concerné, moi, personnellement, j'ai toujours été très impliquée dans ma communauté depuis mon arrivée au Canada quand j'avais environ 7 ans, que ce soit à l'école, dans les gouvernements étudiants, dans les organismes de mon quartier. J'ai entendu parler de ce projet justement avec Air Ouverte, un organisme qui offre des soins pour la santé mentale des 12 à 25 ans, partout au Québec. Et moi, je faisais partie du comité des jeunes de celui de Montréal-Nord. Et donc, j'ai entendu parler de cette expérience-là. Et en tant que jeune qui a souvent été un peu concerné par plusieurs questions, que ce soit la justice, la participation citoyenne et vraiment l'accès à un peu cette sphère décisionnelle dans la société et la politique. Pardon, désolée. D'accord, je vais parler plus doucement, pardon. Donc voilà, j'ai toujours été concernée par la question de la justice et du pouvoir décisionnel des jeunes. Et je trouvais ça un peu dommage qu'on n'avait pas toujours accès à ces cercles-là. Donc quand j'ai entendu parler de cette recherche qui justement visait un peu plus à donner l'accès aux jeunes, que ce soit dans le cercle de la recherche ou dans les cercles gouvernementaux, politiques, j'ai immédiatement été intéressée. Donc, en tant que jeune concernée, moi, personnellement, je viens du quartier dans Six-Quartier-Ville et la majorité de mes implications sont en Six-Quartier-Ville, sont à Montréal-Nord. Et il y a des enjeux spécifiques pour ces quartiers-là qui sont des quartiers avec des communautés marginalisées et avec plusieurs familles à revenus
qu'ils ont un revenu faible, effectivement. Et ça revient qu'il y a plusieurs enjeux spécifiques. Par exemple, il y a plusieurs jeunes qui veulent participer à la communauté, participer à des communautés, à des organismes, mais qui n'ont pas le temps parce qu'ils doivent avoir un emploi pour aider leurs parents et voilà, financer leur vie en général. Et ça fait en sorte que quand on va voir dans les milieux de comités de jeunes, c'est souvent le même type de jeunes qui apparaît et c'est pas équitable. Et on le sait très bien dans les milieux décisionnels, il faut qu'il y ait un peu une diversification pour que les enjeux de tout le monde soient représentés et puis qu'on ait des solutions efficaces qui représentent tout le monde. Et donc, nous, dans le comité de recherche, on réfléchissait comment est-ce qu'on peut changer ça. Et on a la chance justement de pouvoir réfléchir à ça parce que les personnes qui viennent du comité sont toutes des personnes qui viennent de plusieurs milieux différents. Donc, ça fait en sorte que quand on réfléchit aux solutions, on a une plus grande vision. Donc, le défi et le manque d'opportunités rencontrés par les jeunes dans leur engagement social. Donc, il n'y a pas d'espace qui est disponible pour eux et qui sont aussi adaptés pour un jeune qui vient d'arriver. Donc, justement, on va faire le lien à ma deuxième perspective, qui est perspective en tant que chercheur novice. Lorsqu'on fait nos... Juste passer. Ok, je reste sans celui-là, pardon. Ma perspective en tant que chercheur novice. Donc, lorsqu'on fait nos premiers pas, justement, tout à l'heure, Zukaki, si j'en avais parlé, on doit avoir les outils qui nous sont fournis pour apprendre à travailler dans ces domaines-là. On a passé plusieurs rencontres vraiment à apprendre comment faire de la recherche. J'ai moi-même fait des cours de recherche durant mes études, mais vraiment apprendre à faire une recherche de niveau universitaire avec des personnes qui ont de l'expérience. Et on est capable d'apprendre, il faut juste qu'il y ait justement le premier pas qui nous est donné, puis la première expérience d'apprentissage où on est plus patient, on vulgarise plus, parce que c'est important de s'adapter aux besoins de tous, y compris le besoin des jeunes. Ensuite, moi personnellement, j'ai acquis plusieurs compétences au sein de cette recherche que j'espère appliquer dans mon futur et rester dans le domaine. Une autre chose que je voudrais mentionner, c'est le cadre dans lequel on a fait la recherche avec d'autres jeunes. M'a donné la possibilité de mettre de l'avant des savoirs qui auraient été plus compliqués à mettre dans un cadre universitaire. Si j'étais dans un cadre universitaire, ça aurait été plus compliqué d'établir des hypothèses, on aurait eu plus de pression, mais le fait qu'on était un peu à ex aequo, qu'on était que des jeunes, ça faisait en sorte que c'était plus facile pour nous d'apprendre, de faire des erreurs. Et ces erreurs, c'est plus facile à faire. Et finalement, ma troisième perspective, à partir d'un savoir expérientiel, donc, lorsqu'on faisait de l'expérience terrain, après, on se réunissait avec le comité et on discutait de nos observations. Par exemple, quand on faisait des observations terrain dans les maisons des jeunes, quand on se réunissait après, vu qu'on a tous un peu des expériences différentes, ça faisait en sorte que quand on arrivait, on avait tous des observations que l'autre n'avait pas eues. C'est comme, oh, toi, tu as remarqué ça, moi, j'ai pas remarqué ça. Comment est-ce qu'on peut établir une solution pour ça? Et ça faisait en sorte que c'était beaucoup plus riche et beaucoup plus complet à la fin. Et pour moi, la recherche, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant, mais qui doit être aussi genre très diversifié. C'est un mot que j'arrête pas de répéter aujourd'hui, mais mais voilà. Donc ça faisait en sorte que c'était vraiment intéressant d'avoir tous un peu l'opportunité d'observer. Et aussi, le travail au lab m'a permis de comprendre plus facilement les enjeux des organismes et en parlant aux intervenants et en parlant aux jeunes, même si j'ai une perspective qui est différente de celle d'autres, j'admets le fait qu'il y a plein de perspectives aussi que je ne comprends pas. Par exemple, je pense aujourd'hui à Véronique, la première présentation, j'ai appris énormément de choses que je n'aurais jamais appris avant. Et ça fait en sorte que quand on a des opportunités comme ça, notre champ de recherche et notre perspective s'ouvre de plus en plus, puis on a l'opportunité d'avoir ça. Et moi, à la fin, mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de pousser les chercheurs à engager peut-être plus des jeunes, à leur donner cette première expérience où ils peuvent apprendre dans un environnement qui les soutient, qui respecte un peu leur statut de novice. Et aussi, un autre point important, c'est vraiment le fait que le manque d'opportunités, c'est pas juste laisser le jeune rentrer dans le cercle, c'est aussi le valoriser.
À Execo, par exemple, on a été compensé pour notre travail. Et ça, c'est quelque chose qui était absolument impressionnant pour moi. Et ça fait en sorte, par exemple, que pendant l'année, je pouvais ne pas faire autre chose et j'étais compensée pour mon travail et je pouvais mettre de l'effort et de l'énergie. Alors que plusieurs autres jeunes, bah, même si, on va dire, on leur donne l'opportunité, ils devront refuser parce qu'ils doivent aller travailler pour subvenir à leurs études et aider leur famille. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Je vais juste prendre une minute parce qu'on... Oui, une minute. Merci, William. Merci et merci Ala pour la présentation. Puis, tiens, en ce moment, on est en train de réfléchir aux résultats, puis par rapport à la fois la méthodologie qu'on a appliquée, puis le travail qu'on a fait avec les jeunes, mais je pense que avant même de les partager, je pense qu'il y a à peu près 2 réflexions en fait il y en a plus que 2, mais je vais partager 2 avec vous. Je crois que c'est de ce qu'a partagé Ala, puis de ce que nous, on a appris à Execo, parce que autant notre projet de recherche, c'est sur transformation des pratiques institutionnelles, puis nous aussi, ça nous a transformé nos pratiques institutionnelles. Je crois qu'il y avait un défi d'adaptabilité, c'est-à-dire c'est comment accompagner des jeunes pour faire de la recherche sans pour autant les imposer des cadres, puis laisser aussi l'expression, laisser le savoir expérientiel que les jeunes puissent le mettre de l'avant. Puis je pense que c'est important quand même de garder ce cadre-là. Ce n'est jamais facile de faire, donc nous, c'est un premier défi. Puis ce qui était souvent nécessaire, c'était de leur faire confiance, aussi d'accepter qu'il va y avoir des erreurs, puis qu'à la fin, il va falloir accompagner, puis discuter, puis même, quand je suis dans ça, négocier certaines choses. Puis je pense aussi la dimension des institutions d'être capables aussi d'accueillir ces personnes concernées. Bon, nous, on était dans un cadre de diversité, de diversité, puis des jeunes, donc c'est des jeunes du cégep d'université de capables de partager la recherche, mais je pense qu'on a besoin de plus en plus d'exemples où on met quand même en jeu au niveau, pas simplement au niveau genre des consultations ou des espaces de réflexion, même au niveau même de l'action de la recherche, donc qui est important. Donc voilà, merci. Merci beaucoup à vous deux pour ces témoignages aussi de l'expérience du laboratoire avec développement de compétences, droit à l'erreur, vulgarisation. Donc, c'est assez intéressant. On pourra revenir aussi dans la période de discussion. Maintenant, on va passer avec Mme Stéphanie Fecteau, qui va être la 3e intervenante sur notre panel. À vous la parole. Merci. Donc, bonjour, merci. C'est très riche d'être ici aujourd'hui à contribuer avec vraiment une diversité d'expériences. Donc, merci de l'invitation. Aujourd'hui, je vais parler surtout de l'étude de diversité de parole que mon groupe... Non, ça, c'est pas nous. Oui, mais là, c'est pas moi qui ai le contrôle. Là, ça... OK. Oui. Oui, non, oui, c'est bon, parfait. OK, génial, merci. Donc, nous voilà, c'est ça. Donc, j'aimerais reconnaître que l'étude a été menée par un groupe de 4 chercheurs et 4 collaborateurs autistes, donc que je vais nommer en ordre alphabétique, et de 2 assistantes de recherche géniales. Donc, Isia Cloutier, Valérie Desroches, Étienne Désy-Massé, moi-même, Lucilla Guerrero, Claude Normand, Gabrielle Normando, Marie-Hélène Poulain et Stéphanie Turgeon. Donc, nous 4, nous avons mené une étude. L'étude avait pour... pourquoi qu'on a fait ça? Donc, on voulait sonder la population autiste pour savoir quel terme qu'on devrait employer pour nommer l'autisme. Pourquoi c'est important, ça? Les mots, c'est ce qui illustre nos représentations et les mots peuvent stigmatiser. Donc, c'est ça qui influence la stigmatisation, qui la nourrit, qui la perpétue. Donc, il faut être conscient des mots qu'on choisit et de bien les choisir, de savoir pourquoi qu'on les choisit. Donc, ce qu'on soulevait, c'est que dans la littérature scientifique, il y a une discordance entre comment on nomme les participants qui sont autistes et ceux qui ne le sont pas. Donc, ceux qui ne le sont pas, on les nommait plutôt comme étant neurotypiques ou au développement normal. Donc, on disait... en anglais, c'est Children with a Neurotypical Development, tandis que pour nommer la personne autiste, on nommait plutôt
la présence de déficit, donc la présence du diagnostic. Donc, il y avait vraiment, bien qu'on voulait éviter la stigmatisation, donc aller avec plutôt de nommer l'identité, nommer la personne avant, bien, dans le fond, finalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on stigmatisait plus dans la littérature scientifique. Puis aussi, il y a vraiment un mouvement très fort depuis plusieurs dizaines d'années qui remet en question le modèle médical, donc de décrire l'autisme avec le DSM, donc le livre qu'on utilise pour poser des diagnostics, qui parle plutôt de déficit et puis d'écart par rapport à la norme. Donc, on voulait avoir les préférences de la population francophone, puisqu'on la connaît un peu plus. Maintenant, depuis 2019, il y a plusieurs études dans divers pays anglo-saxons qui sont menées pour savoir, bon, c'est quoi les termes à préférer pour décrire l'autisme en anglais, mais on ne savait pas beaucoup en français c'était quoi, donc on marchait un peu sur des œufs, parce que la syntaxe n'est pas pareille en français qu'en anglais. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sondé la population autiste francophone adulte concernée par l'autisme pour savoir quelle est la terminologie la plus appropriée, dans l'intention de favoriser l'acceptation sociale de l'autisme par une utilisation de langage non stigmatisant. Donc, ici, aujourd'hui, je vais juste présenter vraiment un petit bout de notre étude. Si vous voulez la voir, elle a été présentée à notre symposium de notre groupe de recherche qui est disponible gratuitement sur notre site Internet, donc accessible là. Donc aujourd'hui, je vais juste parler de comment on a mené cette étude-là, puis grosso modo, c'est quoi qu'on devrait retenir. Ici aussi, j'ai pris le modèle, un schéma qui est rendu disponible dans un guide sur comment mener une recherche participative plus lent. Non? C'est correct? OK, OK. Donc, comment mener une recherche participative? Ah, c'est moi, excuse-moi, ça ne bouge pas. OK. C'est ça que vous disiez. Merci. Alors, donc, c'est ça. Je porte votre attention ici. Si vous voulez avoir le guide, il est disponible avec le code QR en bas. C'est juste le schéma que je vais présenter, mais surtout le cadran en haut à votre gauche, qui est là où on a rencontré nos premiers obstacles pour mener cette étude. Donc, comme je disais, on est 4 chercheurs et 4 adultes collaborateurs, adultes autistes collaborateurs, collaboratrices. On avait des motivations qui étaient variées, on avait une expérience qui était variée sur le sujet, mais tous ont contribué dès le départ à identifier comment on allait faire cette étude-là et pourquoi qu'on allait la faire. On a pu faire ça dès le départ parce que j'avais déjà des fonds qui étaient disponibles. Donc, je pouvais, dès le départ, dès que j'ai eu mon premier coup de téléphone avec la personne autiste, je pouvais déjà dire que tu vas être payé pour le temps que tu as contribué. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel parce qu'habituellement, en recherche, il faut que tu ailles chercher tes fonds. Puis, pour chercher tes fonds, il faut que tu aies déjà créé ton protocole de recherche, il faut que tu aies déjà fait plusieurs étapes de l'étude sans que tu aies de l'argent. Mais c'est correct parce que tu es payé par ton université. Mais la personne autiste, comme vous disiez tantôt, elle a une job là, à l'extérieur de ça. Donc, elle fait ça de son bon vouloir. Puis, il faut reconnaître que le savoir expérientiel, il faut être capable de le reconnaître pour sa juste valeur. Puis, ça commence par une reconnaissance financière. Donc, j'ai été capable de faire ça dès le départ à cause de ma position privilégiée de fonds que j'avais dans mes coffres. Autre obstacle qu'on a rencontré, c'est comment la forme de compensation. Là, j'ai dû faire un petit peu d'éducation auprès de mes ressources humaines et financières de l'université pour faire reconnaître que ce ne sont pas des participants. Mes collaborateurs, ce n'est pas des participants à l'étude. Donc, non, je ne vais pas payer des centaines de cartes cadeaux pour reconnaître leur participation. Ce n'était pas par mauvaise volonté que les ressources humaines et financières ont proposé ça, c'est simplement par manque de connaissances et c'était peut-être une première fois à l'université qu'il y avait des gens qui n'étaient pas chercheurs dès le départ, qui allaient être rémunérés. Ce n'étaient pas des assistants de recherche, donc il fallait que je démontre que je ne pouvais pas embaucher un étudiant pour remplacer ce rôle-là. Donc, ça a pris beaucoup de patience, de ma part, chose que j'ai peu,
pour, pour faire en sorte que ce projet puisse être mené convenablement, rapidement et efficacement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ose espérer que plus tard, ça va être plus facile. Alors, ce qu'on a fait, c'est dur, les deux. On a utilisé un questionnaire qui existait déjà, qui est utilisé pour la population australienne. Donc, notre but, c'était de savoir si on compare avec une étude anglo-saxonne, est-ce qu'on a les mêmes résultats? Donc, est-ce que le choix de terminologie va au-delà de la culture puis la syntaxe? Donc, on a utilisé le questionnaire de Bury qui a été publié en 2020. On l'a traduit, donc il y a une personne autiste du groupe, un chercheur qui l'ont traduit le français, puis après on l'a retraduit en anglais, puis on a vu les ajustements. Le chercheur aussi a participé pour nous donner des recommandations sur les écueils que lui a rencontrés dans son étude. Et puis on a envoyé notre invitation à 166 organismes communautaires au Canada, donc franco au Canada. Donc c'est pas juste au Québec. Donc eux, ils ont majoritairement publié dans les réseaux sociaux. On a aussi publié dans les journaux locaux, puis j'ai distribué des affiches dans tous les cafés que je pouvais fréquenter dans la Montérégie et à Montréal. Donc, il y a un sondage en ligne qui a été fait, et puis il y a aussi des entrevues qui ont été menées auprès de personnes intéressées. Aujourd'hui, je vous présente uniquement l'entrevue. Donc, il y a près de 500 personnes qui ont consulté notre sondage. De ça, il y a 328 qui ont répondu à toutes les questions et puis qui ont consenti à qu'on utilise leurs données. Donc, vous voyez que ce n'était pas uniquement des personnes autistes qui répondaient au questionnaire, mais toute personne qui était concernée par l'autisme, autant les parents, conjoints, amis, frères, sœurs, professionnels, cadres, enseignants, etc. Donc, près de 50%, par exemple, c'est des personnes autistes. La tranche d'âge, c'est... ça ignore, excuse-moi. Et voilà. La tranche d'âge, c'est surtout entre 25 et 54 ans qui ont répondu au questionnaire, puis majoritairement des femmes en ce qui concerne l'ensemble de la population. Mais je vais surtout vous parler de la population autiste. C'était qui? Donc, ici, encore une fois, majoritairement des 25-54 ans. On a une plus grande diversité de genre en ce qui concerne les participants autistes. Ce qui est fréquent qu'on voit dans les études en ligne, ça c'est surtout des femmes qui participent aux études en ligne. Puis ça, c'est propre à des études autistes ou pas. Donc, nos résultats. Alors ici, il y a 6 termes qu'on a proposés. On leur a demandé quel terme préférez-vous. Donc ici, pour la majorité, donc pour tous les participants, qui soient des parents, des personnes autistes ou autres, c'est le terme personne autiste. Alors c'est pour ça que j'utilise ce terme-là aujourd'hui, qu'ils ont préféré. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'unanimité. Il y a aussi personnes autistes et personnes ayant un TSA qui ont la plus grande préférence. Et ceux qui n'aiment pas du tout, donc il y a aussi personnes ayant un TSA. Donc TSA, ça veut dire trouble du spectre de l'autisme. Personnes sur le spectre de l'autisme, personnes avec autisme et personnes ayant une condition du spectre de l'autisme qui n'ont pas été appréciées. En ce qui concerne les personnes autistes, donc les 141 personnes, vous voyez bien la colonne, donc rose, ça veut dire ceux qui aiment fortement. C'est vraiment là que les personnes autistes ont manifesté leur intérêt. C'est dans la colonne personnes autistes. Ils aiment aussi modérément d'autres termes, mais c'est surtout celle-là. Et puis, là, je vous amène à... on a aussi leur demandé d'écrire un peu leur justification. Donc, les justifications, c'est surtout par rapport à... ça parle de la personne d'abord, ça réfère davantage à une identité de la personne et non à un trouble. Parlons-en justement du trouble. Donc, vous voyez ici que les professionnels, eux, ils préfèrent utiliser personne ayant un TSA. Donc, c'est un peu en dichotomie avec ce que les personnes autistes préfèrent. Donc, eux, ils restent avec le modèle médical. Pour enseigner moi-même le cours de la clientèle en troubles du spectre de l'autisme à l'université, c'est
dès le départ, on leur enseigne justement le modèle médical. Donc, ça m'a vraiment reconsidéré comment on peut enseigner pour justement, dès le départ, que les professionnels puissent utiliser une terminologie qui soit non stigmatisante et plutôt axée sur les capacités de la personne et puis sur ses caractéristiques et non sur justement le déficit de caractéristiques. Donc, les extraits, pourquoi que ce terme-là était préféré par les professionnels? Donc, ça, tu vois, l'intention est quand même bonne, là. Ils disent, ça démontre avant tout que c'est un être humain, et non le contraire, parce qu'ils disent que la personne est en premier. Alors, vous voyez, l'intention est encore bonne, mais finalement, c'est dans l'utilisation de cette intention-là, ça fait l'effet contraire. On a aussi demandé le niveau d'offense de chacun de ces termes-là. Parfait, merci. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de termes qui offensent les personnes autistes, donc les 141 participants qui se nommaient comme étant autistes. Soit en passant, c'est des personnes qui avaient un diagnostic, mais aussi qui étaient autodiagnostiquées. Donc, 7% étaient autodiagnostiqués. Je pourrais répondre à ces questions-là si jamais il y en a plus tard. Mais le terme qui était plutôt offensant pour ces personnes, c'était personnes avec autisme et personnes ayant une condition du spectre de l'autisme. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'on ne peut pas, personne avec, je ne peux pas déposer mon autisme, c'est là. Donc, tu n'as pas comme un sac à dos, j'ai un sac à dos, donc avec, ça veut dire avoir, il ne pouvait pas le déposer. Puis aussi le trouble, je déteste qu'on qualifie mon état de trouble. J'ai une différence neurologique qui fait que je suis moins adaptée à la société de la majorité neurologique. Donc ça résume en gros les commentaires. Alors, vous voyez, il n'y a pas de préférence il n'y a pas d'unanimité dans la préférence. Mais il y a une préférence majoritaire qui est personne autiste ou autiste. Et puis, je pense que je vais conclure avec parce que mon temps file, avec une citation laissée par une participante que je vais lire. Lorsque les gens parlent de personnes autistes en tant que groupe, merci de respecter la terminologie préférée par la majorité des membres de la communauté. Si vous parlez d'une personne en particulier ou avec cette personne, respectez la formulation que cette personne précisément préfère. Vous ne savez pas quelle formulation cette personne préfère et qu'elle n'est pas présente pour vous lui demander, alors il faut utiliser la formulation préférée par la majorité de la communauté. Puis il y en a une autre citation que j'aime bien, c'est « Appelle-moi par mon nom ». Donc, je vous laisse les deux codes QR si vous voulez plus de détails là-dessus. Oui, merci. Merci beaucoup, Mme Fecteau. Merci à nos 4 panélistes. Vraiment, trois expériences très éclairantes, 3 expériences de recherche participative qui sont, vous l'avez remarqué, dans des secteurs, dans des milieux différents, mais qui se rejoignent sur plusieurs points. Alors, on va rentrer peu à peu dans la période de questions avec la salle. Donc, on va prendre quelques questions en rafale s'il y en a plusieurs. Je vous invite à aller au micro ou quelqu'un pourra passer avec le micro, vous pouvez lever la main aussi. Si vous avez des questions, je vais commencer juste par essayer de tisser ensemble. Il y a quelque chose avec le son, là. Merci. Merci, mais là, mon micro marche. Parfait. All right. Donc, je vais essayer de commencer à tisser un peu aussi entre les 3 présentations des points de convergence et je vous invite à, bien sûr, lever la main à intervenir dans la discussion. Donc, on voit qu'il y a des convergences au niveau des modalités méthodologiques. Il y a différents types de comités qui ont été mis de l'avant avec, pour chaque comité, des niveaux d'engagement différents pour les personnes concernées. Hein. Ça peut être d'être chercheur principal ou dans l'équipe de recherche universitaire. Ça peut être d'être agent, stagiaire de recherche. Ça peut être d'être participant, participante. On voit qu'il y a aussi des niveaux dans les méthodologies qui vont du sondage à la direction de la recherche, à des ateliers, forums participatifs. On voit aussi qu'est-ce qui est revenu, c'est des questions, au moins dans 2 des présentations, questions terminologiques. Et c'est peut-être cette question-là qui m'amène à poser une première question aux 3 panélistes, qui est au final, dans la recherche participative, dans vos expériences de recherche participative,
comment est-ce qu'on concilie les intérêts parfois divergents, donc entre, par exemple, les intérêts de la recherche, les intérêts des personnes qui s'engagent pour leurs propres raisons, pour avoir une expérience de participation, parce qu'il y a parfois compensation, parce que c'est une opportunité ou pour quelconque autre raison, parce que pour à titre de militantisme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour concilier ces intérêts divergents-là quand il y a, par exemple, un litige? Et comment on fait pour les concilier sans que ça soit la loi du plus fort? Hein? Donc, c'est sûr, c'est toujours ça le risque, par exemple, ceux qui ont les leviers financiers. Donc, ce serait peut-être une question que je vous lancerais libre. Comme première question, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui voudraient rajouter, parce qu'on pourrait aussi en prendre quelques-unes, on a juste une quinzaine de minutes, et vous laisser répondre à celle qui vous tentera. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle, des gens qui voudraient rajouter un peu à la discussion? Je pense que oui. Voilà. À vous la parole. Merci. Bonjour, je m'appelle Cassiopée. En fait, j'allais poser exactement la même question que tu as posée, puis j'irai même plus loin. Dans cette conciliation-là des intérêts divergents, comment gérer les tensions quand elles surviennent, que ce soit en discussion, en comité de pilotage, avec les personnes chercheurs, quel genre d'outils vous mettez de l'avant pour arriver à un consensus, mais aussi pour aller gérer toutes ces tensions-là qui peuvent se passer des fois à couvert caché, qu'on ne va pas nécessairement voir dans les comités, qui ne seront pas nécessairement dites, mais qui vont vraiment affecter la collaboration par la suite. Donc, je poursuivrai dans cette lignée-là. Mais je pense que ça va vous forcer un peu à répondre chacun à cette question-là. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la balle et y aller en premier? Je peux y aller. Aubin? Est-ce que ça fonctionne? Oui. On avait, avant de faire, en préparation du comité de pilotage, on a consulté d'autres organisations qui avaient fait quelque chose de similaire, là, un laboratoire à l'Université de Sherbrooke, entre autres. Puis, on s'était préparé des rôles, justement, en cas où il y aurait un inconfort qui apparaît ou un conflit à la limite. Donc, il y avait une personne qui avait ce rôle-là une sorte de médiatrice, si on peut dire, qui a été nommée dès le début, que si jamais il y avait quelque chose qu'une personne ne se sentait pas à l'aise d'en parler avec nous, l'équipe de recherche, par exemple, ou devant les autres, elle pouvait contacter cette personne-là. C'est pas arrivé, par contre. On a vécu des dissidences dans notre groupe. On avait, juste pour finir l'autre idée avant, on avait aussi le guide de réflexion sur l'inclusion et le partenariat qui servait aussi à nommer des choses. Fait qu'il y avait cette possibilité-là d'écrire, puis de pas seulement répondre à des questions avec un choix de réponse, mais aussi d'écrire le questionnement, le doute, le problème qui apparaissait. Puis ça a été fait aussi. C'était pas de l'ordre de conflit, mais c'était de l'ordre d'insatisfaction du fonctionnement. Donc, ça nous a permis de s'ajuster aussi très rapidement en prenant ces notes-là. Évidemment que dans le groupe, on a voulu aussi que les gens, enfin, de créer un espace qui fasse que les gens se sentent à l'aise de s'exprimer. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps pour créer ce contexte-là. En tout cas, on souhaitait que ça se développe. On a eu 6 ou 7 rencontres où on a parlé des valeurs, on a parlé du projet, qu'est-ce que c'est. Les gens se demandaient un peu, oui, mais moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Fait que vous avez vu un peu la liste de contributions possibles. Fait que toutes ces étapes-là, je pense, ont permis que les gens prennent confiance et on écoutait toutes les personnes, chaque parole avait son importance. Puis on a vu se développer entre les membres beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance aussi de ce que chacun apportait, et particulièrement les personnes qui vivaient avec des enjeux de santé mentale, parce que c'est elles qui nous ramenaient souvent aux besoins des personnes, aux besoins qu'elles avaient. Quand nous, on parlait, puis qu'on commençait à s'élever un petit peu là, dans le domaine littéraire de la recherche, il y avait quelqu'un qui nous disait « Moi, là, je ne comprends pas ce que vous dites. »
Puis si vous prenez ces mots-là, là, il n'y a pas personne qui va vous comprendre dans le vrai monde. Fait que ça, c'était vraiment parfait. Puis comme on a beaucoup apprécié ce genre de remarques-là, il n'y avait aucune gêne pour qu'elle nous le dise. En fait, elle avait un rôle, on avait une liste de rôles qui pouvaient être interchangeables, puis il y avait la responsable du concret. Fait qu'elle, elle a pris ça au sérieux, puis elle nous ramenait quand on commençait à avoir un discours un petit peu moins accessible. Notre divergence, je terminerai là-dessus, d'opinion par rapport à divulguer ou pas, on l'a laissé évoluer avec le temps. On ne s'est pas acharné à dire « Ouais, mais là, il faut qu'on règle ça, puis là, comment ça? » Puis fait que c'était présent. On a fait une journée de consultation avec les participants des groupes de discussion. C'était encore présent. Les gens étaient assis à la même table. Ils parlaient de eux et nous. On a laissé ces choses-là en les constatant, en les observant, puis en voyant comment ça évoluait avec le temps. À un moment donné, il a fallu prendre certaines décisions, puis c'était encore en groupe. Et on a demandé, est-ce qu'on peut faire ça et que tous se sentent à l'aise avec cette décision-là? Parce que là, il fallait agir, puis ça a été correct. Mais c'est quand même un thème qui était très sensible, le fait de parler ou de ne pas parler. Fait que je pense que c'est important de se doter d'avance d'outils, non seulement de s'assurer que l'ambiance du comité porte à la confiance puis au respect qui fait en sorte que les gens se sentent à l'aise de dire ce qui se passe, mais aussi d'avoir d'autres outils qui permettent, s'il y a un malaise, ben, qu'ils puissent le dire sous d'autres formes. C'est un peu comme ça qu'on a fonctionné. Merci beaucoup. Ala, est-ce que... Oui, donc moi je trouve que dans le domaine de la recherche, c'est très naturel d'avoir des tensions. C'est naturel, ça arrive, mais il y a des moyens de le changer parce que les personnes qui viennent faire des recherches sont des personnes qui sont souvent très impliquées dans le domaine et qui se sentent concernées par les sujets abordés. Et quand on vit une injustice, c'est difficile émotionnellement et on peut être un peu sous émotion. Donc ça fait du sens, par exemple, qu'après, quand on rentre dans le cœur du sujet, qu'on explore des sujets plus sensibles et qu'on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas écouté, on peut être un peu pris de côté et on peut être comme « Ah ben, si je ne me sens pas respecté », je pense que c'est là où il y a le potentiel d'avoir des tensions. Et aussi par rapport à la question des intérêts qui peuvent différer. Moi, je dirais que quand, par exemple, on engage quelqu'un, on peut très clairement voir si la personne est vraiment intéressée par le domaine ou pas, et ça fait en sorte qu'on peut très vite filtrer les personnes qui sont là juste pour un intérêt. Il n'y a pas un problème d'avoir juste un intérêt financier, mais je veux dire, dans la recherche, je pense que c'est important aussi d'avoir un intérêt personnel. Donc, c'est très facile de voir quelqu'un qui est vraiment passionné par le sujet. Par rapport aux tensions, moi, je dirais déjà le fait qu'on est dans une recherche qui explore le sujet qui nous affecte. Par exemple, si on est quelqu'un qui est affecté par une injustice sociale, puis ensuite on rentre dans des comités de recherche participative qui cherchent un peu à comprendre ce sujet, à apporter des solutions, c'est déjà un pas d'avance, c'est déjà une victoire. Et quand on est dans cette situation-là et qu'on sent qu'on a un peu de... Pardon, je parlais trop vite. J'arrête pas d'oublier, désolée. Et qu'on ne se sent pas écouté, moi je dirais qu'il faut relativiser un peu, regarder de l'extérieur et dire on est là, on a des solutions, on est en train d'avancer vers le bon chemin. On peut dire d'une manière respectueuse, mais aussi voir l'optimisme un peu du fait qu'on est déjà en train d'avoir la solution. Et je pense que dans ces moments-là, il faut juste se rappeler qu'on est en train d'avoir la solution, que ça va arriver, que oui, c'est pas nice d'être dans la situation dans laquelle qu'on est encore en train de vivre des injustices, qu'on est encore marginalisé, qu'on ne se sent pas écouté, mais qu'on avance vers le bon chemin. Puis ça ne sert à rien de créer des frustrations et de ralentir le processus pour le reste. Donc voilà, moi je dirais que c'est un mix de maturité, de relativiser, d'optimisme, et aussi bien sûr d'avoir un leader qui dirige un peu les comités de recherche. Par exemple, nous on avait du CACIS qui faisait en sorte que, comme mettons, s'il y avait un peu ok, on s'éloigne un peu trop du sujet, ou il y a un peu trop de tension, tu sais, il dit guys, ça va bien se passer, c'est correct. Donc le rôle d'un leader aussi, c'est très important. C'est ça.
Merci beaucoup. Donc, on a entendu des stratégies globales pour faire avancer la recherche, des questions de posture que tu viens de nommer, Ala. Est-ce que Dukakis, le leader, veut nous en dire plus? Non, mais je trouve que je veux dire, les deux réponses ont une dimension complémentaire. Je réfléchis un peu à ce que je peux ramener. Je me disais, je ne vais pas trop répéter ce qui a été dit, mais quand même, c'est important de peut-être rajouter que, d'avoir un cadre, de comprendre exactement qui on met dans ces espaces, c'est quoi les enjeux. Je veux dire, il y a un travail comment je dis ça, en amont qui doit être fait, nous, par rapport à l'institution. Puis ce que je pourrais rajouter, c'est que ce travail-là en amont, elle n'est pas juste faite pour accueillir ces personnes-là, ces comités, mais elle change aussi nos pratiques, puis elle les rend beaucoup plus inclusives, pas juste pour le projet de recherche, mais pour l'avenir. Donc, je continue à croire que ce genre de pratique-là est beaucoup plus, d'une certaine manière, également bénéfice, autant pour les personnes qui vivent l'expérience que pour nous en tant qu'institution qui mène en fait ces recherches. Merci beaucoup, Dukakis. Madame Fatou? Moi, j'ajouterais, ça fonctionne, ouais. Donc, le savoir-être. Pas juste de la part des chercheurs, mais de tous les membres. Donc, comment que ce savoir-être-là est véhiculé. Parce qu'on n'a pas eu dans notre cas, on n'a pas eu de divergence d'opinion. Peut-être parce que dès le départ, dès la première conversation que j'ai eue avec les différents partenaires, c'est qu'on n'a pas, on vient pas pousser un agenda militant ici. Notre but, c'est de donner la parole à le plus de monde possible, puis d'écouter cette parole-là. Donc, lorsqu'il y avait une divergence d'opinion, je savais qu'on avait déjà, nous, des préférences en termes qui étaient différents. Donc, c'était déjà clair et c'était déjà énoncé, puis tout le monde était au courant que ça se peut que ça soit pas ça, le résultat final. Puis tout le monde était d'accord avec ça. Donc, ça prend flexibilité, créativité, humilité. Humilité, je pense, c'est surtout de la part des chercheurs parce que faut être capable de reconnaître que ça fait, mettons, ça fait 10 ans que tu fais de la recherche, bien, ça se peut que ça fait 10 ans que tu as fait mal. Donc, il faut que tu puisses être capable d'entendre ça, puis de l'accepter, puis de trouver une manière à comment on peut la faire mieux et avec. Et puis dans toutes les strates. Donc, c'est ça. Donc, flexibilité dans le mode de fonctionnement, puisque nous, on travaille, tout le monde travaille normalement, habituellement, de 9 à 5. Donc, même si j'ai une famille de jeunes enfants, il fallait que je puisse accepter d'avoir des rencontres des fois dans 5 puis 7. Même si c'est le rush hour chez nous, mais mes partenaires étaient disponibles à ce moment-là. Donc, j'allais faire des rencontres là, accepter que les rencontres soient enregistrées, transcrites. Donc, de justement offrir plusieurs occasions et pas juste ce qui est courant dans la forme typique de travailler avec, mettons, des collaborateurs-chercheurs. Merci beaucoup à vous quatre. Donc, on voit dans les réponses, parce que comment gérer les moments de tension, c'est aussi voir comment est-ce qu'on travaille ensemble pour créer du commun, des connaissances communes, des savoirs partagés. Et donc, on entend vraiment, en tout cas moi, j'entends vraiment la dualité entre des cadres d'organisation clairs avec des, finalement, stratégies d'adaptation en continu et cette question-là du savoir-être, de la posture, partagée par tous et toutes, idéalement clarifiée dès le début. Je pense que le fait que vous rejoigniez sur ces questions-là, malgré les secteurs très différents dans lesquels vous intervenez, c'est une bonne indication pour des bonnes orientations pour n'importe quel projet de recherche participative. Je vois le temps filer, donc on ne pourra pas prendre beaucoup d'autres périodes de questions, mais on rentre maintenant dans la période de dîner, d'affiches. Nos panélistes sont très accessibles, donc n'hésitez pas à aller les accrocher pour discuter avec elle et lui. Donc, je vous remercie encore une fois. On va vous applaudir encore. Et je vais passer la parole maintenant, je pense à Philippe pour... Ouais.